Bonjour les addicts, content de vous retrouver. Cette vidéo est la deuxième partie du bilan 2020. La première était consacrée au top des meilleures nouveautés séries de 2020. Là, on va se pencher plutôt sur les séries mais et surtout le flop des séries de 2020. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai vu 81 nouveautés séries cette année, dont 48 bonnes séries. Si vous faites le calcul, il reste 33 séries qui ne sont pas très bonnes. Dans ces 33 séries, il y en a 23 que j'ai trouvées mais, et il y en a 10 qui sont vraiment ratées. Alors cette vidéo devait être divisée en deux parties. La première partie, je vais rapidement passer sur les 23 séries que j'ai trouvées mais. Et la deuxième partie sera vraiment sur le flop 10 des pires nouveautés séries de 2020. Ça te branche? Alors n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on commence maintenant. Alors pour les séries mais, je vais faire dans l'ordre alphabétique, vu que j'ai pas vraiment de préférence. On va donc commencer par Away sur Netflix. J'aurais dû aimer cette série sur une astronaute qui prend le commandement d'une mission et qui fait face à l'éloignement de ses proches restés sur Terre, de la solitude, du fait qu'elle a du mal à être écoutée de son équipage. Ça aurait dû être touchant et ça m'a laissé un peu indifférent. Peut-être parce que l'émotion recherchée, elle aurait été là si le scénariste Jason Katims, qui était dans la Writers Room, avait été showrunner. Franchement, Jason Katims, j'adore ce mec. Il a été showrunner de Friday Night Lights, il est le créateur de Roswell. C'est un maître des séries aux relations très intimes. Et le fait qu'il n'ait pas été à la tête, je pense que ça se ressent. Ça reste assez froid, ce n'est que l'ombre de ce que Away aurait dû être. Après, c'est pas mauvais, ça se laisse voir, mais ça aurait pu tellement être mieux. Biohacker sur Netflix, une série allemande sur une nana qui a des secrets et qui infiltre une école où on fait des expériences un petit peu douteuses. C'est un thriller lambda, c'est bien exécuté, on s'emmerde un petit peu. Ça applique les codes mais sans génie. Blood of Zeus sur Netflix. Alors bon, le respect de la mythologie peut un peu aller se faire mettre. J'ai bien aimé graphiquement, j'ai bien aimé les scènes de bataille, j'ai bien aimé le graphisme, mais je vous avoue que l'histoire tourne assez court et franchement, c'est un traitement assez médiocre de la richesse de la mythologie grecque. Boca à Boca sur Netflix, une série brésilienne avec des jeunes qui se transmettent un virus. Je ne sais pas s'il y a une métaphore qui est vraiment volontaire sur ce coup-là. Ça aurait pu être bien, et puis c'est tout foutu en l'air par un Deus Ex Machina, vers la fin de l'épisode 4 je crois, une facilité scénaristique impardonnable qui casse tout. C'est dommage parce que ça commençait plutôt bien, même si l'esthétique peut casser un petit peu les yeux et les oreilles. Cursed sur Netflix. J'aime beaucoup la fantasy, mais quand t'as une mise en scène qui est impuissante à rendre la magie de la fantasy et que tu te sers un peu trop de la magie au lieu des personnages pour faire avancer l'histoire, je suis même assez déçu que Cursed soit plus dans les clichés que dans les codes de la fantasy. C'est dommage parce qu'il y avait quand même du potentiel, notamment avec le Merlin complètement frappadingue. Il m'a fait pas mal penser au Merlin de Camelot d'ailleurs. Le reste, j'ai trouvé ça un peu ronflant. Hunters sur Prime Video. Si vous arrivez à passer le pilote d'1 heure et demie, c'est une série qui se regarde sur des chasseurs de nazis, qui continuent à chasser des nazis qui ont échappé au procès après la Seconde Guerre mondiale. Ça hésite entre défouloir, entre gros drama, entre comédie, ça hésite entre tous les genres, et ça n'en choisit jamais vraiment aucun. Et je trouve que c'est dommage, surtout pour Al Pacino qui cabotine un petit peu. I Know This Much Is True sur OCS. Je suis d'accord que Mark Ruffalo fait une performance absolument incroyable en jouant à la fois un frère jumeau à l'asile d'aliénés et un frère jumeau torturé par ses démons. Et en même temps, c'est de la tragédie pure. Et cette tragédie de Direction France, elle pousse un petit peu trop la pédale. Ça y va à grand renfort de violon. Il leur arrive que des malheurs aux personnages. C'est triste, c'est triste, c'est triste, sans rayon de lumière. Ça manque de nuances. C'est dommage parce que la réalisation est très bonne, comme toujours avec Sion France. Industry sur OCS. Vous me dites, une série qui explore les coulisses d'un monde que je connais pas comme le monde de la finance, moi je vote pour. Mais si pour en faire simplement du soap relationnel et un vague commentaire sur les vicissitudes du milieu, ouais, ça va pas trop m'intéresser. Pourtant le pilote était réalisé par Lena Dunham, que j'adore depuis Girls. Et on retrouve le côté, la nudité plus ou moins désexualisée, une vision assez réaliste de la jeunesse. Pourtant, malgré ça, ça échoue, je trouve, à être passionnant. Lock and Key sur Netflix. Je me méfie toujours quand il y a des adaptations de romans graphiques, parce que la tentation est grande de simplement mettre des images dessus. Lock and Key, c'est complètement ça. La réalisation est lisse, la photo est lisse, les comédiens sont lisses, et le pitch était pourtant super. Une espèce de Stargate, mais où tu remplaces la porte des étoiles par des clés. Auto Sliders, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles. Alors je sais bien que c'est le fils de Stephen King qui a piloté la série, mais à part aligner toutes les références à King, mais jamais en tirant quelque chose d'original ou de nouveau, alors oui, on binge distraitement la série, puis bon, on passe à la suivante quoi. Love and Anarchy sur Netflix. J'aurais vraiment voulu aimer cette histoire de romance
entre une femme plus âgée et un jeune homme dans une maison d'édition. Il y a de bons moments de grâce. Ça s'enfonce en fait dans une comédie-drama de bureau assez bateau. Il y a plein de séries qui se déroulent dans les maisons d'édition. Younger est meilleur, et pourtant Younger c'est pas grandiose. Love and Anarchy, je me suis un petit peu ennuyé, malgré l'alchimie entre les acteurs. Outmatched, en streaming. Parce que oui, j'adore me faire du mal, je crois toujours que la sitcom a un avenir, et Outmatched est un des nombreux exemples qui me prouvent que non. De la comédie familiale bon enfant. J'ai vu pire comme sitcom familiale cette année, on en reparlera dans le flop. Celle-là parvient à être drôle parfois, parce que le showrunner c'est Lanzy Met, et Lanzy Met a participé à des séries ultra drôles comme Apartment 23 ou Happy Endings. Il a un savoir-faire, mais il est engoncé dans les codes de la sitcom familiale sucrée type années 80. P-Valley sur Stars Play. Ça aurait dû m'intéresser les coulisses de ce strip club dans le trou du cul de l'Amérique, mais je me suis encore fait bien chier. Voilà, j'aime beaucoup la représentation de la diversité des corps féminins. J'aime beaucoup le patron, un petit peu bizarre, un petit peu fou. Il y a une histoire de machination, de mafia. C'est très bateau et on s'emmerde. Vraiment. Raised by Wolves sur Warner TV. Je sais que Ridley Scott ne fait que produire et réaliser, c'est pas lui qui a créé la série. N'empêche que t'as quand même la singulière sensation qu'il recrache Alien, surtout les derniers volets, hein, comme Prometheus et Covenant, mais il recrache sans apporter quoi que ce soit de nouveau. Alors voilà, visuellement, ça reste une splendeur, mais j'ai l'impression que le showrunner scénariste, il est dans les pas de Ridley Scott, il n'y a pas grand chose de plus. Là aussi, je m'emmerde un peu. Dommage, parce que visuellement, ça claque. Self-Made sur Netflix. J'aime beaucoup les success stories. J'aime encore plus les success stories quand elles arrivent à des personnes qui ne sont pas souvent représentées. Genre des femmes noires. C'est posé, Self-Made, ça fait le job. Et tu t'emmerdes aussi parce que l'héroïne est trop parfaite. Tu t'inquiètes pas, tu t'inquiètes jamais pour elle, elle est un peu saoulante. Et surtout pour son sujet, une nana qui se lance dans la cosmétique pour les cheveux des femmes noires, ne jamais parler du côté politique des cheveux noirs des Afro-Américaines, je trouve ça vraiment dommage. Space Force sur Netflix. Greg Daniels a fait du très bon boulot sur The Office, sur Brooklyn Nine-Nine et sur Parks and Rec, mais je trouve qu'il commence à manquer d'inspiration parce que Space Force c'était pas très bon en fait. C'est encore une fois de la comédie de bureau à la NASA qui aligne tous les clichés avec un Steve Carell et John Malkovich qui cabotinent un peu mollement. J'ai bien aimé le personnage de Lisa Kudrow dans l'épisode qui lui était consacré. Ça reste de l'humour assez recyclé qu'on a déjà vu 1000 fois ailleurs. On sent que Greg Daniels a un peu de mal à sortir des ornières de The Office. Spinning Out sur Netflix. C'est typiquement la série qui est pile poil entre le bon et le mauvais. Du côté bon, on a une créatrice, Samantha Stratton, ancienne patineuse, qui nous fait de très belles scènes de patinage, qui explore bien les coulisses du métier. Elle ajoute en plus un bon drama familial qui fonctionne très bien. Et à côté, vous avez une showrunneuse qui a décidé de mettre du gros teen soap pour polluer tout ça. Et on parle d'une showrunneuse qui a bossé sur Gossip Girl, qui est pour moi le point Godwin des séries ados. Bon sang, pour une fois qu'on tenait une série avec des personnages autistes réalistes, ça m'a été confirmé par des concernés, bah ouais, c'est rageant. The Great sur Stars Play. J'aurais voulu aimer cette série, vraiment. Passer à la sulfateuse le règne de Catherine de Médicis en Russie à la mode Sofia Coppola, genre Marie-Antoinette, avec de la BO pop et des gros gags de temps en temps, et en même temps ça décolle jamais vraiment. Les personnages, alors en fait j'en ai pas rien à battre des personnages, je les trouve vraiment pas intéressants. Quand ils sont méchants, ils sont pas vraiment jouissifs, et l'héroïne elle-même est assez tête à claque, même si j'adore Elle Fanning. Ouais, je trouve que l'idée était bonne mais l'exécution suit pas trop. The Wild, sur Prime Video. Ça a été vendu comme un Lost féminin, vu que c'est des adolescentes qui se crachent sur une île mystérieuse. On a aussi comparé ça à Sa Majesté des Mouches, pour le côté retour à l'état sauvage, mais je trouve que c'est plus proche de 2 ans de vacances de Jules Verne, parce que Sa Majesté des Mouches, c'est ultra noir. Mais dans The Wild, c'est assez aseptisé, je trouve. Ouais, il y a des frictions, oui, il y a des bagarres, mais ça va pas plus loin que ça, je trouve. Et ça n'a pas le côté guilleret et fun qu'il pouvait y avoir chez Jules Verne. En fait, le problème de The Wild, c'est que rien ne change entre ce que vivaient déjà les filles à la civilisation et quand elles sont à l'état sauvage. Tommy, en streaming. Vous prenez l'une des meilleures actrices d'aujourd'hui, qui a tellement fait pour le 3e âge d'or des séries américaines. On parle d'Eddie Falco, Diane Whittlesey dans Oz, Carmela Soprano dans Les Sopranos, Jackie Payton dans Nurse Jackie. On parle d'un créateur incroyable, Paul Attanasio, un excellent scénariste de film et créateur de Homicide. Homicide, la meilleure série policière américaine, qui date du début des années 90. Et qu'est-ce qui nous fait? La série de Network, comme on continue à en faire depuis 30-40 ans. Mais je suis désolé, les cocos, là, va peut-être falloir passer à autre chose. United We Fall en streaming. Encore une sitcom familiale sucrée bon enfant oubliée. C'est dommage, parce que dans la Writer's Room, il y avait Gloria Calderon-Kellett et Mike Royce, c'est-à-dire les créateurs du reboot de One Day at a Time. C'est-à-dire une des meilleures séries Netflix, et pour le coup une très bonne sitcom. Mais c'est pas eux les créateurs, ils peuvent pas faire grand-chose.
dans cette comédie très poussive. C'est dommage parce qu'il y avait des moments un peu délirants comme le Date Night, ou bien Mark Sendrowski qui réalise des épisodes, et Mark Sendrowski c'est un spécialiste de la réalisation de sitcom, mais rien à faire, on n'accroche pas. Peut-être que ça parlera plus aux parents qui ont de jeunes enfants. Upload sur Prime Video. Greg Daniels rempile, il nous pond un mix de Black Mirror façon San Junipero et Nosedive, plus The Good Place de Michael Schur, et il nous fait un truc très fadasse. Déjà, la vision du paradis dans The Good Place était vachement plus drôle. Dans Upload, avec ses CGI perpétuels et très lisses, on s'emmerde un peu. Alors je veux bien qu'il y ait une satire d'un paradis capitaliste où on a accès aux avantages selon l'argent qu'on a, mais ça va pas plus loin que cette proposition, c'est pas très développé. Valeria sur Netflix, le Sex and the City espagnol à la sauce Brève rencontre de David Lean. Le mélange est un peu bizarre, mais ça fonctionne plutôt bien en fait. Je pense que je l'aurais mis dans mon top si elle n'essayait pas trop de copier les thèmes de Sex and the City sans arriver vraiment à les actualiser. Parce que c'est dommage, le côté espagnol apporte un cachet, une petite nouveauté, mais je trouve que c'est pas suffisant pour qu'on s'y intéresse vraiment. Wild Man sur Netflix, là j'ai pas trop grand chose à dire, vu que je trouve qu'elle n'apporte pas grand chose au genre, qui mixe à la fois fantasy, empouvoirment féminin, côté sorcellerie. Il y a même une vibe un peu Buffy avec une escouade de Slayers sous les ordres d'un jazz local. Ça aurait pu être sympa, mais je trouve que ça se contente de respecter les codes sans faire grand chose de plus. Voilà, mais ça c'était le menu fretin. Maintenant on va passer aux choses sérieuses avec les bons gros ratages de 2020. Allez, on commence tout de suite. Numéro 10. Betty sur OCS. Bon, là, je commence très fort, vu que c'est une série qui est appréciée par à peu près tout le monde. Même 97% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est une série qui a été très aimée. Et moi, je me suis fait chier comme un rat mort, mais alors massif. En fait, je trouve que Betty, qui est une histoire voilà, d'une bande de filles qui font du roller et qui gèrent les problèmes de la vie quotidienne, Betty concentre tous les pires clichés du cinéma indépendant, avec des personnages qui se ressemblent tous, un ton très lent, mais c'est pas la lenteur somptueuse de Dev, c'est vraiment une lenteur mal calculée, une réalisation qui est complètement incohérente. Tantôt ça nous fait du docu, voilà, on va être hyper réaliste, hein, genre cinéma vérité, hein, et après ça nous fait des titres de réalisation un petit peu, ouais, je me la pète un peu. Non, désolé, ce genre de truc, cette incohérence dans la réalisation, ça me fait sortir de la série. Il y avait un peu ça dans Derby Girl. Dans Derby Girl, il y a une histoire. Dans Betty, je cherche encore. Vous allez me dire, oui, mais c'était volontaire, c'est une chronique de vie, c'est des instants pris sur le vif. Oui, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces tranches de vie-là qui sont du quotidien qui n'est jamais relevé? Il y a les hommes qui leur font du mal, la soirée au commissariat, il y a... Oui, mais c'est tellement déjà vu. Betty ne propose rien, le montre mal, avec des personnages dont je me fous complètement. Je pense que beaucoup vont apprécier Betty, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est une proposition originale, seulement dans l'intention. Dans l'exécution, elle ne l'est pas du tout. Numéro 9. La Révolution, sur Netflix. Oh là là, le gros pudding indigeste. J'aurais bien aimé cette série aussi. Hein, raconter la Révolution française sous l'angle du film d'horreur complotiste avec un virus qui mute et qui change les nobles en assoiffés de sang. Ouais, pourquoi pas, mais c'est un pitch de second degré, ça. Ça, c'est un pitch de nanar. Il nous faut un truc au premier degré. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Il y a des personnages qui sont des enclumes plus lourds les unes que les autres. Et tout est déjà vu, et tout est prévisible. J'aime bien les films de Contagion, mais là, franchement, c'est fait avec le cul. Donc, non, je suis désolé, la Révolution, très peu pour moi. D'autant que les références à l'actualité, c'est tellement lourd. N'est pas Sofia Coppola qui veut. Numéro 8. Ok. Let's try this. Broke, en streaming. Vous vous demandiez comment allait Paul et Perrette après qu'elle ait quitté une série S? Eh bien, elle cachonnait dans une sitcom à la con. Alors, imaginez une mère de famille white trash qui élève son enfant seul et qui doit accueillir sa famille désargentée chez elle. Ça aurait pu être une sympathique comédie. Et en fait, ça prend tous les clichés que je déteste des séries familiales sucrées des années 2018, 2019, 2020. C'est bon enfant, c'est inoffensif, ça raconte rien. Et c'est dommage parce que la honte des riches ruinés, elle est bien rendue, comme le snobisme. En fait, je crois que le créateur Alex Hirschlag n'est pas arrivé à inscrire son postulat de départ de sitcom dans la vie réelle comme il le voulait vraiment. Du coup, l'annulation de la série m'a pas trop surpris. Numéro 7.
somebody to someone. Love Victor en streaming. Alors ça aurait dû être sur Disney+, sauf que ça a fait peur à Disney+, et qu'ils ont dit « Ah non, c'est trop adulte pour Disney+. On va mettre ça sur, je sais plus si c'est sur Hulu ou sur Freeform. Sur Hulu, je crois. » Et tu regardes la série. Ah, c'est parce que le jeune héros est gay, c'est ça? Ouais. C'est subversif, ça. Ah ouais, c'est subversif. Ouais. Un mec gay pour Disney+. Waouh. Mais continuez à traiter vos mômes comme si c'était des cons. Ouais. Et franchement, Love Victor, qui est une espèce de faux spin-off de Love Simon, où t'as ce jeune homme qui découvre son homosexualité et qui a du mal à le gérer, qui sait pas trop quoi faire à l'école. Croyez pas qu'on a un peu passé cette étape? Il y a des jeunes hommes dans le placard qui se posent des questions, mais avec une belle photographie, une musique Disney Channel, avec des personnages qui sont tout sucrés ou qui sont pleins dans les clichés. Comment tu veux vraiment t'identifier? Ça me fout en rogne, le Victor. Il y a 20 ans de retard. Il y a plein de super bonnes séries de films qui parlent de coming out. Celle-là, vous pouvez vous en passer. Numéro 6. Lunanera sur Netflix. Quand on veut être trop sur le message et passer sur la série. Bah c'est ça, c'est Lunanera en fait. Lunanera veut faire une histoire de sorcière et veut faire le comparatif sorcière égale féminisme, puisque le côté des sorcières ont longtemps été des figures féministes, elles le sont toujours d'ailleurs. Il y a même encore des féministes qui apprennent des rudiments de sorcellerie, on va dire, actuelle. Et en fait, ça empile tous les clichés de la collection Harlequin, avec des romances à l'eau de rose, des familles qui se déchirent, des acteurs et des actrices complètement à côté de la plaque, des FX ultra mal foutus. Et il y a quelques instants de nanar qui peuvent être marrants au deuxième degré, mais on est très loin du systématisme de Emily in Paris, où là vraiment c'était marrant. Numéro 5. Indebted, en streaming. Encore une sitcom familiale bon enfant, sucrée dont on en a marre. Et le pire, c'est que c'est le même pitch que Broke. Ouais, on retrouve des personnes qui sont en difficulté financière et qui doivent crécher chez leur famille sans leur demander leur avis. Et tu t'emmerdes encore plus que dans Broke. Pourtant j'adore Fran Drescher. De Nanny, la nounou d'enfer, c'est toute mon enfance. Mais elle n'a jamais vraiment su rebondir après de Nanny. Mais voilà, donc voilà, elle cachetonne dans son rôle de grand-mère juive fandarde, bourgeoise. Et on attend tellement mieux que ça. On attend tellement mieux que ça d'elle, on attend tellement mieux que ça de la série, qui se contente de citer un petit peu au petit bonheur la chance tous les sujets sociaux d'actualité. Et voilà, ça les cite, et c'est tout, ça va pas plus loin. Et tout le monde se serre dans les bras après 22 minutes, comme dans les séries des années 80, ras le cul. Numéro 4. Avenue 5, sur OCS. Pourquoi? J'adore Armando Iannucci, depuis The Thick of It, qui est une satire politique absolument géniale, ou ce film, comment il s'appelle, La mort de Staline, de satire justement politique encore du RSS. Il est tellement marrant ce mec. Qu'est-ce que t'as foutu avec Avenue 5? Tu crois vraiment que cette histoire de vaisseau qui dérive dans l'espace avec tous ses occupants à l'intérieur peut être drôle? Ah si, elle pouvait être drôle, mais pas avec des personnages qui sont dans l'hystérie permanente, pas avec des punchlines qui foirent tout le temps, pas avec des interactions qui sont tiédasses, pas avec des rebondissements énormes, parfois scato, complètement grossiers. Avenue 5, c'est une purge. Je comprends pas ce qu'a fait Iannucci. Ce mec est tellement au-dessus de ça. Et pour la vulgarité, il peut être très fort, Iannucci. La vulgarité de Iannucci, je l'adore, surtout dans The Thick of It, avec Malcolm Tucker, le roi de la punchline. Mais dans Avenue 5, ça tombe juste à plat. Ça aurait dû être bon, et c'est juste pathétique. Et là, HBO m'a vraiment, vraiment déçu. Numéro 3. Central Park, sur Apple TV+. Je suis assez indulgent vers les séries animées. Je ne le serai pas pour Central Park. Je ne le serai pas pour une série qui foire ses numéros musicaux, pour ses personnages en une dimension qui ne parviennent jamais à prendre de l'épaisseur, pour une méchante qui aurait dû être jouissive et qui est juste caricaturale. Je n'aurai pas d'indulgence pour des storylines foireuses et pour un arc qui aurait pu être émouvant mais qui est gâché par des personnages sous-écrits. Je n'ai pas d'indulgence pour une chronique du quotidien qui aurait dû être attachante et qui est anodine. Je n'ai pas d'indulgence pour une bonne humeur et une positivité ultra forcée sur des personnages trop faibles pour la supporter. Je m'emmerde devant Central Park, je pense que vous aussi. Et pourtant ça a été co-créé par le créateur de Bob's Burgers. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Numéro 2. We have many enemies. Some of them we know, some of them we don't. Medical Police sur Netflix.
Des médecins qui deviennent policiers malgré eux et qui s'embarquent dans une affaire d'espionnage complètement débile. J'aime beaucoup l'humour débile, mais je n'aime pas quand l'humour est raté. En fait, c'est de l'humour genre vinyle qui déraille. C'est drôle. Ou pot de banane. Boum. Mais sans le génie des burlesques muets. Ou ce mec-là, ça doit être le terroriste. Mais on dit pas ça parce qu'il est noir. Hein. Non, mais non, on n'est pas raciste. Oui, bien sûr, on n'est pas raciste. C'est juste qu'on pense qu'il est coupable. Mais ça veut se faire de l'humour un peu gênant, voilà, qui est un peu poil à gratter. Mais n'est pas Ricky Gervais qui veut, et c'est juste désolant. Ça ne décolle jamais, les personnages sont tous dans l'hystérie, ils en font trop en permanence. Fini la plupart de mes séries, même les flops je les finis la plupart du temps. Medical Police, j'ai pas réussi à terminer tellement c'était foireux. Mais pas autant foireux que la pire série de l'année 2020. Et là mes cocos, on s'attaque à du gros lourd. Numéro 1. Blues Brothers sur Netflix. Est-ce que quand on dit caca, ça te fait rire? Est-ce que de l'humour à base de pipi dans de la bière, ça te fait rire? Eh ben Blues Brothers est peut-être pour toi, mais si t'aimes pas ce genre d'humour, il faut pas regarder Blues Brothers. Il faut pas regarder cette série qui n'arrive jamais à aligner que des blagues à base de pipi caca pendant chaque épisode. C'est littéralement que ça, que des blagues sur le pipi, tout simplement parce que le pitch de la série, c'est un mec qui tient une brasserie et qui a un peu de mal financièrement, puis vient son frère qui pisse sur la bière et le public adore ça. C'est l'ingrédient miracle, ça pisse. J'ai pas réussi à terminer jusqu'au bout non plus. Il y a trop de blagues, il y a trop de gars graveleux, ça n'a pas de génie de South Park. À un moment donné, j'étais juste triste de voir des comédiens devant un script tellement con, un script tellement incohérent et tellement vulgaire et tellement lourd. Mais si vous voulez vous faire un peu de mal, ouais, bon, vous irez sur Netflix, en 2 clics vous y êtes. Et je vous souhaite un bon hate-watching. Voilà, ce flop série 2020 est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes pires séries nouvelles de 2020. Je vous donne rendez-vous pour une 3e partie qui sera consacrée aux nouveautés séries à voir en 2021. Salut à tous!